Ancien député du Parti démocratique gabonais pendant 12 années, sa récente rupture avec cette formation politique ainsi que sa démarche de repentance publique marquée par une restitution volontaire de fonds au Trésor a particulièrement marqué l'opinion nationale, renforçant ainsi l'intérêt porté à sa candidature. Alain Simplice Bungoires propose une alternative politique centrée sur la transparence, l'intégrité et les valeurs démocratiques. Son engagement à promouvoir un développement économique et social inclusif, couplé à son ambition de reformer en profondeur les institutions du pays, génère de fortes attentes parmi les Gabonais. Madame, Messieurs, vous l'aurez compris, 52 minutes pour convaincre reçoit ce jour Alain Simplice Bungoires. Il est président du Parti patriotique gabonais, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Bienvenue à vous, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Armstrong, et merci de me recevoir sur ce plateau. Allons droit au but. Monsieur le Président, vous portez une candidature avec pour ambition de reformer les institutions de la République. Mais bien avant cela, permettez-moi de vous demander qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette candidature? Alors, avant de me lancer dans le vif du sujet, je voudrais tous que nous puissions envoyer une prière à Dieu pour qu'il puisse faire en sorte que ces instants se passent dans les meilleures conditions et que tout ce que nous dirions ici aujourd'hui pourront impacter positivement les populations gabonaises qui doivent connaître la personne envers qui elles confieront leur avenir, donc le 12 avril 2025 prochain. Permettez-moi donc de me présenter parce que beaucoup de personnes me connaissent, mais il y en a d'autres qui ne savent pas justement à qui elles ont affaire. Ouais. Je suis donc Alain Simplice Bungoires, né de père et de mère gabonais, à Doumanzebi à Wanji, Togo Mitiogo Massango. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc ingénieur génie civil. Exécutif MBA, spécialisé en gestion des organisations, titulaire d'un certificat supérieur d'économie des transports et j'ai suivi des études à Lyon, à l'Institut chinois des sciences sociales, à l'Institut de management du Sénégal. Je suis donc président de plusieurs plateformes associatives, dont les Soldats de la Paix, initiateur d'ailleurs de la charte sur l'éthique et la bonne gouvernance et la réalisation des élections dans de bonnes conditions. Et il n'y a pas longtemps, j'étais, comme vous avez bien dit, député pendant 2 mandats, donc, qui m'ont permis donc, de terminer au poste de président de commission. Je pense avoir donc des capacités et tout ce qu'il faut pour prétendre à la fonction présidentielle pour laquelle donc, nous sommes ici présents pour en débattre. Oui. Je voudrais aussi rajouter en disant que par rapport à la motivation, vous savez qu'au niveau national et mondial, il n'y a que 2 élections qui sont au suffrage universel. Il y a donc la députation et la présidentielle. Étant en phase avec ceux qui disent qu'il ne faut pas multiplier le nombre de mandats, j'ai terminé les 2 mandats de député, donc je pense que dans la suite de ma carrière politique, c'est l'élection qui vient après, c'est-à-dire la présidentielle, c'est pourquoi je suis là. Et je voudrais simplement corriger, c'est vrai, le Parti patriotique est là, mais pour l'instant, je suis le président en exercice du mouvement des citoyens du Gabon, bannière par laquelle je me présente à cette élection. Et donc, comme je vous ai dit, l'une des motivations, simplement du fait qu'il faudrait que je puisse évoluer dans ma carrière politique et proposer ce que je n'ai pas pu, à travers les autres, proposer aux Gabonais. Vous voyez, en Adouma, chez nous tous ici, puisque nous sommes un seul et même peuple, on dit « Tchambu Pinzuna Kumwalo ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que vous-même qui puissiez apporter ou faire réaliser ce que vous pensez faire pour le bien des autres. Parce que certains ne comprennent pas souvent vos démarches, donc il faudrait que vous-même vous mettiez là pour la faire réaliser. Voilà donc principalement les motivations qui m'amènent à postuler aujourd'hui à la fonction de président de la République. Fonction pour laquelle je pense effectivement apporter une touche personnelle
qui, je pense, tout au long donc, de nos débats lors de la campagne, pourront convaincre davantage les populations. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Alors, permettez-moi de vous demander, pour souvenir, le 12 juin 2024, par exemple, vous avez demandé publiquement pardon aux Gabonais en posant un acte assez fort, en restituant des fonds, selon vous, parce que vous disiez avoir, de façon indirecte, contribué à ce que le Gabon connaisse son sous-développement. Qu'est-ce qui a motivé justement cette démarche? Alors, vous savez qu'on dit que l'argent est comme le sang, c'est comme vous, c'est comme un sacrifice. Oui. Et la restitution publique permet de toucher le maximum de personnes. Vous avez bien dit, je n'étais pas aux commandes, mais par les différentes facilitations que j'ai eues, j'ai pu bénéficier des choses qui peut-être auront pu servir à certains d'autres. C'est pourquoi donc ce geste, pour demander pardon aux populations, qu'elles sachent que nous ne sommes pas toujours que comptables. En tant qu'exécutants, on peut exécuter parce que d'aucuns peuvent... on va dire, craindre pour leur gagne-pain, pour leur avenir. Donc, ils font ce que dit le chef. Un exécutant exécute. Et cela n'empêche pas qu'un exécutant puisse avoir du remords ou alors se sentir peut-être contraint sur le coup pour le faire. Mais donc, c'était ma façon à moi de dire que oui, je sais que j'aurais peut-être pu faire plus, même si ma voix n'aurait pas forcément compté. Parce que, en rappel... en tant qu'ancien haut cadre, on va dire même très très haut cadre du parti dans lequel j'ai milité, j'ai quand même été soumis à la commission de discipline parce que j'avais dit non à certaines actions et certaines orientations qui nous avaient été données. Voilà. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec vos anciens camarades, surtout avec le Parti démocratique gabonais? Ce sont mes frères, ce sont des amis avec qui j'ai passé un peu plus de 12 années. Vous savez, on ne les efface pas comme ça avec une gomme. Hein. Et puis, nous sommes tous des Gabonais. Ouais. Lors de ma présentation, je ne vous ai pas dit, vous voyez, je suis Adouma Tiogo Mitiogo Massango, comme je vous ai dit, mais pourtant, j'ai mes frères, mes sœurs qui sont des Kodjen, des Essandon. Le Gabon étant un petit pays, il est presque difficile de ne pas pouvoir adresser la parole à certains parce qu'en même temps, sur le plan professionnel, nous pouvons des collègues, mais même familialement, nous sommes tous un. Donc je garde de très bons rapports parce que je n'ai pas connu que des mauvaises choses au niveau du Parti démocratique gabonais, je vais le citer. J'ai bénéficié donc d'un certain accompagnement qui me permet d'avoir gravi les échelons et être au niveau où je suis aujourd'hui. Je serais malhonnête de ne pas reconnaître que j'ai eu des bons moments dans ce parti, mais que, comme vous savez, à un certain niveau, il faut gravir un échelon. Il y a des choses qui se passent étape par étape. L'étape, pour moi, au niveau du PDG, j'ai pensé que cette étape était achevée, donc il fallait prendre une autre dimension, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Vous avez dit à cette même période vouloir collaborer avec les dirigeants de la transition à condition qu'ils favorisent le vivre ensemble. Tout à fait. Qu'est-ce qui peut donc justifier aujourd'hui cette candidature? Est-ce que finalement ces dirigeants de la transition n'ont pas respecté ce vivre ensemble, n'ont pas valorisé ce vivre ensemble? Pourquoi alors se porter candidat? Je vous ai dit à l'entame de mon propos tout à l'heure que Tchambu Pinzuna Kumalo. À chaque étape de mon évolution, j'ai participé à produire donc des contributions. Ouais. Et comme vous pouvez l'imaginer, celui qui n'est pas à l'origine, comme on dit, le conteur même, qui sait mieux compter son récit, ben, je suis obligé, moi, de venir le compter personnellement. Non pas que ce qui est fait est mauvais, mais je pense qu'on peut aller à une étape supérieure, donc c'est pourquoi je me présente. Et après, vous savez, je vais bien imaginer où vous allez en venir. Pourquoi alors s'opposer à ceux qui vous ont, on va dire, mis sur la sellette parce que pour l'instant, comme vous savez, je suis secrétaire général du ministère de l'Industrie. Alors, dans une autre vie, j'ai travaillé avec le président de la transition. Nous avons collaboré dans certaines actions et je pense que la correction avec laquelle et l'efficacité et le rendu de ces actions ont milité en faveur de cet appel pour que je puisse venir travailler avec eux. Mais cela ne fait pas de moi un sujet ni un obligé.
Donc, nous sommes aussi à une période où nous repensons le Gabon. Donc, vous aussi, M. Armstrong, vous aurez pu être candidat parce que je suis convaincu que vous avez beaucoup de choses à dire et à apporter aux Gabonais. Donc, c'est pourquoi, voilà, je me présente. Il n'y a pas d'animosité. Le président de l'administration, c'est mon petit frère. C'est quelqu'un avec qui j'ai des bons rapports. Mais cela ne m'empêche pas, moi, de donner une autre direction à comment je pense qu'on devrait pouvoir diriger le pays. Voilà. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous y croyez finalement? Puisque en face, vous avez quelqu'un avec qui vous avez de bons rapports. Je suis sûr que ce n'est certainement pas le seul, parce qu'il y a d'autres candidats avec vous. Est-ce que vous y croyez concrètement? Alors, si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Vous voyez, je ne ferais pas comme vraiment c'est péjoratif, les athées francophones qui pensent qu'il faut juste participer. Les anglophones, eux, lorsqu'ils arrivent, voyaient un Américain qui vient pour les Jeux Olympiques, qui vous dit « je serai le vainqueur, j'aurai la médaille ». Je suis venu pour gagner l'élection présidentielle. Voilà. Vous comptez sur qui, concrètement? Je compte sur vous, je compte sur tous les Gabonais qui nous écoutent, je compte sur, on va dire, les mânes de nos ancêtres. Hein, vous savez, la nature nous éduque, la nature nous guide. Je compte sur toutes les personnes qui comprendront au fil de notre campagne justement ce que nous allons apporter à la République gabonaise. Je compte aussi sur l'ensemble des partis politiques gabonais, parce que comme vous savez, je suis le seul candidat qui se présente sous la bannière d'un parti politique, le Mouvement des citoyens du Gabon. Je suis comme le sauveur de la démocratie parce que je pense que ça aura été pas très bien perçu, même de l'extérieur, qu'on sache que voilà un pays qui renaît de ses cendres, mais il n'y a aucun parti politique. Alors même que le but des partis politiques, plus de gérer la cité, c'est de conquérir le pouvoir et le conserver. Donc voilà, c'est sur toutes ces personnes, donc comme je disais, celles qui m'écoutent, que je compte pour gagner des élections. Ce sont sur ces mêmes personnes que les autres candidats comptent. Donc, il n'y a pas une génération spontanée. Est-ce que ce n'est pas une stratégie, Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour figurer simplement parmi les leaders après cette élection présidentielle? C'est à croire que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est une question, comme un athlète anglophone, je suis venu d'abord pour gagner. Et après, à l'impossible, nul n'est. Sans y croire, tout de même. Je crois fermement que j'ai les capacités de gagner. Comment voyez-vous l'environnement politique après cette élection présidentielle? Parce que beaucoup de candidats, d'ailleurs ceux que nous avons reçus, ont la même expression que vous. Et puis l'impression qui se dégage, ce serait que chacun voudrait simplement se faire une place sur le plan national. Désormais, être à l'abri de la peur et du besoin. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Alors vous voyez, actuellement, je suis retraité parlementaire. D'accord. Donc, j'ai ma solde de retraité et je pense que j'ai un toit, j'ai les 4 roues pour me déplacer. Un retraité parlementaire ne meurt pas de faim. Il a, on va dire, la solde qui lui permet de vivre, de joindre les deux bouts. C'est plus, comme on va dire, pour apporter un plus. Non pas pour figurer, parce que je figure déjà. Je ne suis pas un inconnu de la politique gabonaise. Hein. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que certains connaîtront qui est Alain Simplice Boungouéré. Président de la commission, d'une commission à l'Assemblée nationale, ça ne s'oublie pas. Je ne passerai pas pour un nouveau-né, ce n'est pas une génération spontanée. Et puis oui, voilà, je vais gagner, point. Vous y croyez? Bien sûr. Sans que je n'ai fait quoi que ce soit, les sondages me donnent 3e. Suivez-moi, vous verrez les sondages dans une semaine. D'accord. Monsieur le Président, lorsque vous regardez le Gabon, les réalités sont les mêmes à l'échelle nationale. Comment comptez-vous apporter de véritables solutions aux Gabonais? On parle de l'éducation, des problèmes d'adduction en eau potable, d'alimentation en électricité, la vie chère. Toutes ces situations, commençons d'ailleurs même par l'éducation. Comment comptez-vous apporter de véritables solutions, puisque les enseignants sont parfois affectés à l'intérieur du pays sans qu'il n'y ait de véritables conditions de vie? Les enseignants doivent chercher à se loger eux-mêmes, à mettre leur famille dans de meilleures conditions, sauf qu'ils sont affectés par l'État. Beaucoup restent à la capitale. Faute d'infrastructure. Oui.
Alors, donc, nous allons régler justement, pendant le mandat, nous allons régler le problème d'infrastructure. D'accord. Vous savez, alors l'infrastructure scolaire ne doit pas être, je tire un parallèle avec ce qu'on appelle ici logements sociaux. Vous allez voir un logement qui est fait de carreaux, de baies vitrées et de lustres et compagnie, et on vous dit qu'il coûte 50 millions. Ce n'est pas un logement social. Les infrastructures scolaires ne doivent pas être non plus des infrastructures, on va dire, de luxe. Nous avons la matière pour en faire, pour créer des infrastructures, on va dire, scolaires. C'est d'abord le premier élément. S'il n'y a pas d'infrastructure, effectivement, les enseignements ne vont pas à l'intérieur du pays, donc elles restent à Libreville, à raison, parce qu'en fait, elles doivent se retrouver dans des bonnes conditions. Nous allons mettre un système pour régler ce problème. Après, parallèlement à cela, vous avez le problème de la carte scolaire. Tout le monde est concentré à certains endroits alors qu'il y a des bâtiments qui sont vides à l'intérieur du pays. Nous saurons comment faire. Donc il faut ramener un peu de développement à l'intérieur du pays pour que les personnes repartent, que la richesse se crée là-bas et ensuite qu'elles se sentent dans des conditions qui sont meilleures. Pour ce qui est de l'adduction d'eau, il faut tout de suite régler le problème de la SCG. Non pas que la SCG va être dissoute, mais il faudrait que la SCG se spécialise. Il y aura une SCG pour l'eau, une SCG pour le courant, si on peut le dire comme ça. Et ensuite, après, nous verrons comment faire pour accélérer le principe qui avait été initié par le pouvoir dessus et le CTRI. Vous voyez, ils ont mis en complément donc, les forages. Mais ces forages, il faut les transformer en mini-centrales de traitement d'eau. C'est faisable. Au lieu d'en mettre qu'une cuve de 2 ou 3 000 litres, mettez-en 12 000, 20 000. Comme ça, au moins, le problème, il est mieux réglé. Et certains Gabonais pensent que le monopole serait un peu le problème. C'est pourquoi je vous ai parlé de dissocier les deux pans, le pan électricité et le pan de l'eau. On dit qui trop en basse, mal étreint. C'est normal. Entre la spécialisation dans l'eau et le courant, c'est deux pans complètement opposés. Comme on dit, en fait, vous voyez, l'eau et le courant ne font pas bon ménage. En réalité, c'est le problème de la SCG. On a mis l'eau avec le courant. Vous allez vous faire électrocuter à chaque fois. Donc, il faut les séparer de telle sorte que chacun puisse, comment on appelle ça, faire correctement son travail. Après, la vie chère. Oui, la vie chère, il faut identifier, nous avons identifié les principaux éléments de la vie chère. C'est vrai qu'il y a le problème on va dire, l'autosuffisance alimentaire, puisque nous importons le maximum d'alimentation d'ailleurs. Il faut qu'on crée des mécanismes pour permettre à nos mamans, nos parents qui sont à l'intérieur du pays de produire plus et faciliter l'évacuation donc de ces produits vers la capitale. Nous mettrons en place ce qu'on appelle le système d'achat bord champ, c'est-à-dire que personne ne cultivera et sera astreint à transporter et à les vendre. On viendra acheter directement au bord de la plantation. Vous allez avoir beaucoup d'émulation dans cela parce qu'ils se diront qu'un des éléments qui est le plus difficile, qui est le transport, ne sera pas à leur charge. Il sera à la charge d'une structure que nous mettrons en place pour aller récupérer ces aliments et les mettre à disposition des populations à des coûts qui sont moindres. Vous verrez que par cela, sur 3, 4, 5 ans, nous pourrons diminuer déjà le coût d'importation. Et puis après, on peut aussi se lancer dans la pisciculture. Vous voyez, dans un pays voisin, ils ont institué le système des étangs flottants. Je me suis essayé. C'est quelque chose de merveilleux. Cela nous permettra d'avoir une quantité énorme de poissons, pas cher, et dans des conditions, on va dire, de salubrité totale et saine. Donc, ce sont des éléments que nous pourrons mettre en place. Bon, lors du déroulement donc, de la campagne, comme je l'ai dit, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, mais à côté de cela, s'il n'y a pas de route, il y a aussi le logement. Par exemple, voilà, le logement et le transport. Ouais. Le logement, vous voyez, aujourd'hui, on veut amener les propriétaires, les bailleurs à baisser les prix. Ça va être difficile. Il y a 10, 20 ans, le maman avec sa serpillère, son balai, travaillant dans une société à économiser, elle a fait sa maison, elle a conçu, ensuite elle a son loyer mensuel de 200 000. Vous venez lui demander comme ça, il faut diminuer à 140 000. Ce n'est pas possible. Parce que même si la loi qui encadre cela
prévu donc des avantages, mais elle n'a pas bénéficié. Il faut donc que l'on puisse changer le principe de l'offre et de la demande. Plus il y aura des maisons construites, moins le coût des maisons sera élevé. Il y aura donc des parcelles que nous mettrons à disposition à des coûts raisonnables. Et puis après, nous allons mettre aussi en place un système de kit de maisons. Nous avons beaucoup de bois ici au Gabon et malheureusement, tout le monde veut construire avec des briques, des parpaings en ciment. On a même abandonné la terre, alors que je peux vous garantir que les briques faites en terre, on va dire battues là, sont plus résistantes que celles faites en parpaing de ciment. Et elles ont beaucoup d'avantages. Donc une fois que vous mettez tous ces éléments en place, je pense que le coût de la vie va diminuer. Et puis, bien sûr, il faudra penser, comme c'est fait maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce qui est fait est mauvais, essayer de voir dans quelle mesure, on va dire, accompagner la stabilisation de certains prix de première nécessité. Il faut toujours garder cela. Et après, donc, le paysage économique va s'auto-réguler. Une fois que vous aurez réglé le problème donc, de l'autosuffisance alimentaire, vous comprendrez que les prix vont baisser, naturellement, parce que tout le monde ne sera plus obligé d'aller acheter le riz. On pourra manger du manioc pas cher et la banane, donc le riz va baisser. Si nous arrivons à juguler le problème du poisson, parce qu'en fait c'est plus nutritif et pour de la meilleure santé que tout, le coût du poisson va baisser, les cotistes, tout ça vont baisser. Parce qu'aujourd'hui, le prix, c'est 10 cuisses à 10 000 ou 12 000, c'est quand même compliqué, oui, la vie, elle est devenue chère. Et puis après, il faudra penser à ce que nous-mêmes, les Gabonais, nous nous approprions une partie de ces activités. Nous ferons par exemple que nous créerons des champions gabonais que l'État va aider à devenir aussi des milliardaires dans certains secteurs d'importation de tout ça. Bien sûr, ils seront coachés par un système qui sera mis en place pour que les prix baissent. Si vous laissez tout cela aux mains de nos frères expatriés, ils ne sont pas venus ici pour nos beaux yeux, ils sont venus pour faire leurs chiffres, donc les prix augmenteront toujours et donc le problème de la vie chère sera toujours là. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir le Gabon de sa dépendance à l'or noir? Parce qu'à vous entendre, finalement, pour trouver des niches de financement, vous repartez encore dans le pétrole. Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir le Gabon de sa dépendance, justement, au pétrole? Si aujourd'hui, vous n'utilisez ou n'avez pour revenu que 30%, vous avez l'impression que ça ne marche pas. Mais ce sont des niches qui... Il faut en profiter, monsieur. Pourquoi vous voulez vous en départir de quelque chose qui est à vous et qui peut permettre... Vous imaginez 30% du budget de l'État en plus, oui, vous allez valoriser beaucoup d'autres secteurs. Donc, il faut se servir de ce que vous avez pour créer de la richesse ailleurs. Sortir de tout l'or noir, oui, bien sûr, on va finir par en sortir parce que nous allons valoriser donc les ressources naturelles. Par exemple, vous avez Belinga et tous les autres, voilà, Banyaka et compagnie, même Comilog. L'industrialisation de ces éléments va permettre justement de ne pas être que dépendant de l'or noir. Il y a aussi le bois, la transformation du bois, qui sont des éléments qui sont importants pour cela. Mais je ne me priverai pas de ces niches qui me permettront donc de faire créer de la richesse, même sur le tertiaire, hein, en ce qui concerne donc les nouveaux services innovants. Je ne m'en priverai pas. Simplement que je m'en servirai pour développer les autres secteurs qui permettront de ramener un certain équilibre. Pour l'instant, nous les avons, servons-nous, mais servons-nous bien. D'accord. Monsieur le Président, en deuxième partie de cette émission, nous resterons sur cette question liée justement au développement économique du Gabon. Ce sera également avec vous qui nous regardez. N'oubliez pas, l'émission, c'est 52 minutes pour convaincre. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24 avec notre invité. Il s'agit d'Alain Simplice Bungoré. Il est candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Monsieur le Président, on parlait d'économie surtout. Vous faites des propositions qui semblent intéressantes, mais à côté de cela, oui, il faut de l'argent pour arriver à ce véritable développement. L'ancien système, l'ancien régime n'y est pas parvenu. Vous proposez bien de choses, d'accord, mais n'est-ce pas utopique que de croire qu'en cette année, il est possible de mettre en place tous ces éléments-là? La dépendance à l'or noir, vous proposez des solutions, sauf que ces solutions restent quand même liées sur l'or noir. Oui, mais alors à côté de toutes les solutions qui sont liées à l'or noir, il y a que nous allons valoriser d'autres secteurs.
secteur tertiaire, par exemple, communication, c'est une très grosse niche qui a fait, on va dire, qui a fait des émules. Imaginez un peu Google, tout ce qui est les GAFA, comme on dit, Google et compagnie, ce ne sont que des... C'est une industrie virtuelle. Nous avons aussi, justement, la capacité de créer à l'intérieur de cet environnement. Donc, nous allons privilégier aussi tout ce qui est secteur tertiaire et puis essayer d'accompagner certaines structures. Je vais prendre un cas, par exemple, la CN2I, C2N2I, qui pourrait, par exemple, se charger du transport dans le secteur toujours de l'or noir d'abord, pour permettre, en fait, comment on appelle ça, de remettre à flot la structure. Il y a beaucoup de choses comme celle-là que nous allons mettre en place. Mais comme je vous ai dit, nous allons nous servir des niches et des revenus de l'or noir pour valoriser les autres secteurs. Des énergies renouvelables, nous allons, on va dire, nous lancer en plein là-dedans, parce que vous voyez, par exemple, je prends un lampadaire solaire que vous achetez, je dis, allez, 200 000, et une ampoule que vous laissez tourner en permanence. La différence, elle est claire. Hein. Vous payerez à la fin de l'année, peut-être sur une année, 400 000 pour une ampoule qui est en permanence éclairée. Je parle de l'éclairage public. Alors que pour le solaire, vous payerez 200 000 pour 5 ans ou 10 ans. Donc, il y a des économies qu'il faudrait faire pour justement diminuer la charge économique et permettre de ne pas forcément chercher beaucoup trop d'argent pour permettre de faire ce qu'il y a. Et puis après, vous voyez, on a parlé par exemple, les logements sociaux. Il y a à côté de ça la viabilisation des terrains. Après, la viabilisation des terrains peut rapporter des ressources, puisqu'en fait, ce sont les compatriotes qui vont donner quelque chose. Vous imaginez 10 000 parcelles de terrain à 1,5 million. Ça vous fait beaucoup d'argent. Et puis après, il y a aussi donc, au niveau de la loi sur la taxation des titres fonciers, qui est une petite erreur en ce qui me concerne, parce que à ce niveau, peut-être qu'il n'y a pas le lien avec l'économie, vous allez voir où le lien arrive. On va d'abord faire en sorte que tout le monde devienne des hors-la-loi. Parce que si moi je dois faire en sorte que j'ai un titre foncier et qu'on me taxe, je ne ferai plus de titre foncier. Donc l'État perd de l'argent. Mais comment faire en sorte que ce secteur puisse rapporter de l'argent? Il faut simplement taxer les bornages. Tout terrain qui sera borné en République gabonaise, même s'il paye simplement 10 000 par an, imaginez le nombre de terrains qu'il y a dans le Gabon. Fois 10 000, ça fait beaucoup d'argent. C'est toutes ces niches-là qui vont permettre de venir, on va dire, compenser les projets que nous allons mener. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas suffisant. Mais après, nous avons aussi recours à ce que font tout le monde. Lorsque vous avez besoin d'investir, vous pouvez toujours emprunter un tout petit peu, sauf que ce seront des emprunts qui seront mieux exploités. Nous n'emprunterons pas pour, on va dire, pour faire un séminaire de renforcement des capacités. Non, on ne fera pas ça. Nous avons suffisamment de hauts cadres pour renforcer nos propres capacités. Nous emprunterons pour faire, par exemple, de la pisciculture, pour faire tout ce qui va nous permettre de, on va dire, de produire de la richesse et donc de relancer l'économie. Voilà. Pourquoi les acteurs politiques gabonais, ceux mêmes issus du Parti démocratique gabonais, semblent avoir la baguette magique aujourd'hui pour apporter de véritables solutions aux populations? Entre-temps, ayant occupé de hautes fonctions, ayant été proche même des personnes qui avaient la décision, n'ont pas pu apporter ces nombreuses propositions. C'est bien ce que vous dites, mais vous avez quand même été un haut cadre au sein du Parti démocratique gabonais, même dans l'administration publique. Oui. Pourquoi ces solutions ne vous apparaissent qu'au moment où vous souhaitez devenir finalement président de la République? Parce que je serai, moi, le responsable de la mise en œuvre de ces idées. Vous n'avez jamais été écouté pendant toutes ces années? Je vous ai dit qu'au cours de mes différentes de l'étape de mon évolution, j'ai participé. Et certaines choses ont été prises en compte, d'autres pas. Je vais moi-même les proposer.
Et puis, je vous pose une question. Vous pensez qu'un ministre est libre de faire ce qu'il veut? C'est le ministre. C'est à moi de poser Non, des je questions. vous pose la question à vous. C'est à moi de poser des questions sur ce plateau. Vous êtes un Monsieur le Gabonais, Président. vous vivez, vous connaissez qu'il y a. Vous pensez que le ministre lui-même peut faire exactement ce qu'il veut? Au Gabon, finalement, tout le monde le dit. Tous les candidats le disent. On a écouté d'ailleurs un de vos compatriotes candidats à cette élection présidentielle qui a occupé des hautes fonctions jusqu'à devenir Premier ministre, qui l'a dit. Premier ministre, mais incapable de prendre des décisions. Pourquoi rester alors en fonction? Non, monsieur. Vous savez, quand vous avez un leader, vous vous confiez à la vision du leader. Sinon, vous quittez l'équipe. Ça, c'est un principe. Si moi, je suis le leader du mouvement des citoyens du Gabon, je donne une ligne de conduite. On peut la amender, mais c'est la ligne, c'est parce que je suis le leader que je la donne. Donc, tout le monde suit d'abord cette ligne. Ça ne veut pas dire que c'est de la dictature. Mais dans la pratique, oui, vous pouvez donner une idée. Et si l'autorité au-dessus pense que l'idée n'est pas bonne, elle ne sera pas bonne parce que c'est lui qui le fait. Pourquoi vous restez à partir de ce moment? Vous restez parce que vous n'avez pas que cette idée à défendre. Il y a autre chose. Parmi tant d'autres, il y a des idées qui peuvent passer, d'autres ne peuvent pas passer. Et les avantages avec aussi? Les avantages, on va dire, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire, donc vous n'en voudrez pas quelqu'un qui est payé pour faire son travail. Même s'il le fait mal, finalement. Il le fait pas mal, il le fait suivant la consigne et l'orientation qui lui est donnée. Vous avez, en début de cette émission, adressé une prière à Dieu. Tout justement, à fait. on comprend aisément que vous êtes... C'est pour exorciser justement toutes ces mentalités, de telle sorte que lors de mon magistère, on se retrouve avec des personnes qui pourront effectivement faire valoir leurs idées, les défendre et nous assurer que ces idées vont effectivement porter. Et puis, vous voyez, le coup d'État, coup de libération, a libéré le Gabon. Moi, je vais le délivrer de toutes ces pesanteurs, de tous ces petits démons-là qui empêchent les gens de comprendre ou d'accepter ce que l'autre veut dire, parce que ce n'est pas lui qui a à l'origine donc de l'idée. Des gens qui pensent qu'il faut diviser parce que si son idée est bonne, mais tant qu'il n'est pas avec moi ou tel endroit. Donc, tout ça, je vais venir délivrer le Gabon de tous ces éléments et je pense qu'après, sous l'onction divine, nous partirons un peu mieux. Je ne vous dis pas que ça se fera la première ou deuxième année, mais vous vous rendez compte à l'usage que ça commencera à prendre parce que nous sommes quand même la machine la plus complexe de l'existence, l'être humain. La tête étant ronde pour changer de direction, donc vous pouvez être en face ici, mais son idée est derrière. Donc ça, il va falloir, par des sensibilisations au patriotisme, ramener certaines personnes à comprendre qu'il faut qu'on prenne cette voie pour aller vers, on va dire, le développement et l'essor de notre pays. Que pensez-vous de ces Gabonais qui estiment qu'aujourd'hui, le Gabon n'a plus pour l'instant besoin d'avoir des PDGistes à de hautes fonctions, telles que celle de président de la République? Vous êtes un ancien PDGiste. Que dites-vous à ces Gabonais-là? Alors, moi, je suis un ancien de ce parti. Si vous suiviez, je sais que vous me suivez bien, il y a 4-5 ans, en tant que leader de plateformes associatives, dont les Soldats de la Paix, j'ai initié donc des rencontres qui ont montré qu'en fait, tous les Gabonais sont égaux. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Il y a des Gabonais qui pensent qu'il y a des choses à faire. Je me suis démarqué là-dedans. Je peux vous dire, ça m'a valu d'être quasiment exclu avant même le coup d'État du PDG. Donc, je ne me sens pas forcément dans la même, la même ligne que ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis, ce sont des personnes, oui, qui peut-être sous l'effet du groupe ont permis de le faire. Moi, j'ai demandé pardon à la population, donc je pense que Dieu m'a fait grâce, vous m'avez fait grâce, et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que même ma candidature a été validée. Parce que vous savez qu'elle avait été rejetée dans un premier temps. Mais la Cour constitutionnelle qui a su lire le droit a fait en sorte que je me retrouve ici. Donc voilà, après c'est l'appréciation que chacun a de ce qu'il y a à faire. Il faut que chacun se remette en cause, savoir si effectivement il a bien ou mal fait. Moi j'ai fait ma part
aujourd'hui je suis là, donc je considère que la nature et le Gabon m'a pardonné. Alors, il y a également cette autre frange de la population qui estime qu'en matière de réforme institutionnelle, il faudrait peut-être revoir l'existence de certaines institutions. On a écouté des candidats le dire aussi. Quel est votre avis sur la question? Alors, il ne faut pas dire que tout ce qui est fait est mauvais. D'accord. En fonction d'une certaine période, il y a des choses dont on pense qu'il est nécessaire de faire. Et puis c'est après, quand on se remet en cause ou qu'on fait une espèce de rétrospective, qu'on se rend compte que peut-être ceci n'est pas bien fait, peut-être cela. Moi, effectivement, j'apporterai des réformes. En partie dans la Constitution, sur l'aspect politique, institutionnel, j'en ferai des réformes. Par exemple, je ramènerai le poste de Premier ministre. Je le ramènerai. Vice-président, dans la mémoire collective, présidence. Premier ministre, vous imaginez, je vais le citer, c'est un aîné. Quand M. Ndonsima arrive, Premier ministre de la Transition, c'est le Premier ministre. Il faut redonner cela. Voilà. Donc, et vous ne partagez pas l'avis qu'il y ait un vice-président en charge du gouvernement? Je vous ai dit que je ramènerai le poste de Premier ministre, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, il faut effectivement donner... Le vice-président, tout le monde sait c'est qui le vice-président. Après, ça fait comme une petite confusion. Mais le Premier ministre, on sait que c'est le Premier ministre. Voilà. Est-ce à dire que vous êtes donc en total désaccord avec la nouvelle Constitution? J'arrive. Sur laquelle, d'ailleurs, vous prêterez serment. Si je vous ai dit que tout ce qui est fait par les autres n'est pas mauvais. Vous voyez, le travail de l'autre est souvent facile. En fonction de l'instant où il le fait, il a une certaine conviction. Vous la respectez d'abord. Lorsque c'est vous, vous analyserez pour voir si effectivement ça vaut le coup de garder ou pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ferai. Mais ce sont les Gabonais qui ont fait ce choix. Bien sûr. D'avoir un vice-président en charge du gouvernement, en votant justement cette nouvelle constitution lors du référendum. Voilà, je vous ai dit qu'en fonction du moment, il y a une pensée qui peut prendre corps. Et en fonction d'un autre moment, vous révisez. Le Parlement, je vais aussi le réaménager. C'est-à-dire? Alors, vous voyez, aujourd'hui, nous avons 143 députés, presque 100 sénateurs. Le sénateur, par exemple, c'est pour une collectivité, en fait, c'est une zone bien précise. Nous avons 48 départements. Il n'y en aura pas plus de 50 sénateurs. On a besoin d'avoir les aînés pour nous guider. J'augmenterai l'âge. Il faut que tous ceux qui sont au Sénat soient des personnes sages qui, effectivement, n'ont plus à discuter des postes avec les plus jeunes, donc qui vont penser qu'il faut faire semblant de ceci. Donc, ils se retrouveraient dans une certaine réflexion, une certaine catégorie de choses qui feront qu'ils seront à même de guider les plus jeunes. Attention, pas ci, parce que ça, parce qu'ils auront acquis une certaine expérience. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez 143 députés. Il n'y a pas un élément, une mesure exacte pour dire pourquoi on a ça. Il n'y en a pas. Vous avez par exemple des sièges des députés qui ne sont issus que d'un canton avec 7 villages. Et vous avez un député qui, parallèlement à 40 villages... Vous me faites penser tout de suite à Onga, par exemple, dans le Haut-Togo. Non, attendez. Qui a 45 villages. Il est député. Ils ont les mêmes prérogatives, ils ont tout de manière identique. Même si après, j'interdirais le principe de don. En ce qui concerne donc tout ce qui est parlementaire, oui, ils ont besoin de savoir, mais pour le reste, ça n'y aura plus ça. J'interdirais qu'on fasse des dons ici parce qu'il faudra venir justifier l'origine de ces dons. D'accord. Donc nous avons à peu près 160 et quelques, 164, 160 et quelques cantons. Il faudra une mesure particulière pour être sûr qu'on soit dans l'équité. Parce qu'en même temps, le Gabon que nous voulons, ça va être un Gabon qui doit être équitable pour tout le monde. Parce que nous sommes tous des enfants de la mère patrie. Par exemple, je pourrais proposer que 2 cantons fassent un siège de député. Vous voyez, on va réduire tout de suite avec une mesure qui est exacte le nombre de députés de la République. Donc nous aurons à peu près une centaine, y compris les députés de la diaspora, parce qu'il faudrait que ces compatriotes qui se sont toujours sentis abandonnés ou mis de côté puissent intervenir aussi dans la vie de la nation. Donc on aura à peu près une centaine. Pour ce qui concerne du gouvernement, je toucherai là-bas aussi, parce qu'il faut simplement que nous sortions des ministres des régions
pour avoir des ministres de la République, de la nation, qui seront donc détachés du kunabélisme, comme on l'appelle, qui n'auront pas besoin de venir montrer patte blanche ou des souris avec tout le monde pour qu'ils soient forcément là. Ce seront des ministres de la République. On en diminuera la quantité. On ne voudra pas aller faire en sorte que chaque coin ait un ministre ou que chacun vienne discuter. Non. On saura, par exemple, que par province, on a, je ne sais pas moi, 2 ou 3 ministres. Et puis c'est bon. 24, un peu moins de 30, on peut faire avec. Est-ce que finalement, vous ne toucherez pas à cet héritage de feu Omar Bongo Ondimba qui a mis en place la géopolitique? La géopolitique n'est pas forcément mauvaise. Elle n'est pas obligée d'être faite qu'au niveau des ministres. Au niveau de l'administration centrale, il y a des hauts cadres. Ce sont eux qui, à la limite, qui portent le pays. On fera en sorte qu'on ne se retrouve plus avec un département qui a 15 directeurs généraux principaux, non. Si nous avons 45 directeurs généraux, bon, il faut savoir qu'en fait, il y a un peu l'égoïsme qui reste, hein, ça c'est là. Mais au moins, on en mettra un par département pour être sûr qu'il y ait cette espèce d'équilibre. Comme par exemple dans les cabinets des ministres, on fera en sorte qu'il y ait au moins un conseiller de chaque province pour être sûr qu'en fait, tout le monde peut donner, en fonction du département, une petite idée de ce qu'il y a dans la province. En fait, on va faire en sorte qu'il y ait une certaine équité qui gère. Sauf que vous toucherez à un certain équilibre. L'équilibre sera maintenu. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, vous avez par exemple 27 ministres. Vous avez 3 par département, par province. C'est 3 ministres par province. Voilà. Mais si vous commencez à venir dire que ce sont des ministres qui sont de Mimongo chez moi ou de Malinga, celui d'Indende va dire j'ai pas de ministre. Et puis voilà, vous faites des problèmes inutilement. On dira que ce sont les hauts cadres de Langounier. Ben, ils sont 3, voilà. On essaiera de prendre parmi les meilleurs politiciens, les meilleurs statisticiens, pour faire en sorte que leur action puisse profiter aussi à la province, mais pas que cela soit simplement un problème de son, on va dire de son coin, de son canton ou de son village. Pourquoi ça? C'est pourquoi je vous ai aussi dit qu'on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de dons. Vous savez, le problème avec ça, c'est parce que certains pensent que le ministre là va me faire ceci pour faire cela. Ils seront déchargés de ça. On leur accordera une solde globale qui leur permettra de vivre aisément, mais de ne pas faire cela. Parce qu'un ministre qui a sa solde, qui sait qu'il a ses 15-20 millions par mois, qui n'a que ça, n'ira pas faire des ambiances de je ne sais pas trop quoi. Il prendra cet argent pour se mouvoir, se développer lui-même, pour faire en sorte qu'effectivement qu'il garde cette posture. C'est parce que justement, on arrive à faire en sorte qu'on ait donné de l'argent sous forme de primes trimestrielles ou compagnie, que chacun pense qu'il doit investir un siège. Non, l'État va investir de manière équitable le pays. Quand il s'agira de mettre la lumière, si c'est du solaire, nous ferons un programme pour que tous les villages du Gabon soient impactés par la lumière. Donc le ministre fera simplement que défendre en disant attention à telle chose, mais il ne viendra pas acheter 200, 300 pour qu'on voit que c'est sa zone qui est la mieux que l'autre. Non, l'État doit reprendre son rôle régalien de s'occuper de la nation. Est-ce que dans ce contexte-là, puisque l'on sait comment a toujours fonctionné le Gabon, on est d'abord un acteur politique, on pose des actions ici et là, des petits dons par-ci et par-là. Les parlementaires le feront normalement parce qu'ils vont à la recherche donc, de ces voix. Et il y avait dit ce contact qu'il faut avoir social avec, oui, uniquement à ce niveau. Les politiques, purs d'accord, mais pour le reste, ce ne serait pas nécessaire. Est-ce qu'il ne faudra donc pas que ce genre de disposition soit contenu dans un texte de loi? Bien sûr. Parce que vous ne pourrez pas empêcher aux acteurs politiques gabonais d'aller faire leurs dons à l'intérieur du pays en essayant de se faire remarquer le mieux par la première institution du pays, comme ça s'est souvent passé. Acteurs politiques, oui, comme je vous ai dit, parlementaires, responsables d'ONG, enfin, acteurs politiques et sociaux. Mais pour ce qui est donc du reste de l'administration, ça va être compliqué parce qu'il faudra justifier. Nous mettrons en place une agence chargée donc de regarder tous ces éléments-là. Vous voulez faire votre vent d'accord, dites-nous que vous êtes un philanthrope, dites que vous avez eu un don d'une ONG, je ne sais pas trop quoi, vous le faites. Mais si c'est vous, vous venez nous expliquer. Tout simplement.
Et il y a la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui semble essoufflée, vous me permettrez de le dire de cette façon. Est-ce à dire que, par exemple, pour cette commission, vous renforcerez ses moyens d'agissement? On renforcera ses moyens d'agissement et ses capacités, voilà. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement les acteurs politiques gabonais et surtout les gros lobbies dans ce secteur vous en veuillent vraiment? Qui vous dit qu'ils se sentent bien là-dedans? Qui vous l'a dit? Posez-vous la question. Il suffit de regarder le nombre d'actions que ces derniers mènent à travers le Gabon. Mais on construit un petit pont par ici, on va offrir des sacs de riz par là. C'est un effet boule de neige. Si tu ne fais pas, l'autre va venir, je serai ceci et compagnie. Non, personne ne fait. Tout simplement, c'est tout. Donc, je ne vais pas avoir à me justifier pourquoi je n'ai pas fait, sinon l'autre fera. Il ne fera pas. C'est l'État qui viendra faire pour tout le monde. Tout simplement. Ça dépend, vous savez, toute action dépend de la manière dont vous l'avez conçue et de l'objectif que vous visez. Si vous pensez que j'ai besoin, moi, d'être, comment on appelle ça, visible à travers les actions, tant que vous n'en ferez pas, vous-même, vous serez malade. Mais si ce n'est pas nécessaire, vous serez zen. Donc, il n'y a rien qui vous poussera à le faire. Vous le ferez dans votre périmètre immédiat et puis ça s'arrêtera là. Et chacun comprendra qu'il doit se mouvoir dans son périmètre à lui. On va essayer. Je ne vous dis pas qu'on arrivera le premier jour parce que je vous ai dit tout à l'heure que la tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. Donc, nous sommes en train de parler ici, vos pensées sont derrière. Donc, il va falloir sensibiliser les gens, mettre les lois, faire appliquer. Nous avons de très belles lois qui ne sont pas appliquées. On va faire en sorte que ces lois-là qui nous permettent d'aller dans cette direction soient appliquées pour que nous arrivions au résultat que nous voulons. Nous avons applaudi le coup d'État, coup de libération, en se disant qu'on repart à zéro. Donc, on va repartir à zéro. Avez-vous l'impression que, finalement, certaines mentalités n'ont pas changé, malgré ce coup de libération? Oui, je vous ai dit qu'on exorcise un peu tous ces démons. C'est pourquoi je viens délivrer le Gabon. Parce que vous imaginez, il y en a qui ont encore des idées tellement bizarres que ça nous amène à l'ingouvernabilité du pays. Ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite et compagnie. Non, on va faire en sorte petit à petit, en mettant donc les mécanismes pour que ces choses-là puissent disparaître. Vous voyez, vous avez oublié de parler d'un point important, la corruption. Mon Dieu, c'est grave. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de la corruption? Beaucoup de choses. Si moi je suis, vous pensez que vous êtes mal rémunéré, vous allez vouloir compenser le gab en cherchant quelque chose. Donc il faut trouver la juste et bonne rémunération et mettre le mécanisme de contrôle pour qu'on ne mette plus la main là-dedans. Mais quand vous vous lancez dans cette corruption, on va vous dire qu'il y a quelqu'un qui se retrouve avec 20 milliards dans sa maison, l'autre construit une maison de 2 milliards et compagnie, tout ça. Invraisemblable. Il est payé à combien? Vous ne savez pas. Parce que moi, je suis un haut cadre, le gars, il est payé à moins de 10 millions, et puis on lui dit, tu gères 4 milliards. Mais ne regarde pas. C'est de l'utopie, c'est une vie de l'esprit. J'ai 4 milliards qui sont ici, moi, on me paye que 10 milliards, tout le temps, je vais regarder un peu à côté. Non. Au lieu qu'il soit payé à 10 ou 15 millions, donnez-lui 20, en lui disant que tu ne touches plus à ça parce qu'on va venir vérifier. Il se sent un peu plus à l'aise et compagnie. Donc, il y a tous ces mécanismes qu'il faudra revoir pour faire en sorte que cela aille mieux. Je prends le cas des directeurs généraux. Dieu m'a fait grâce. Je suis dans l'administration, donc je vois les disparités. Oui. Vous prenez un directeur général de l'administration centrale, il est payé 1 million, 1,5 million. Et un autre directeur général de la même administration qui est payé à 5 millions. Mettez-les sur la même table. Qu'est-ce qu'il faut? Concurrence des directeurs généraux, il faut que j'arrive au même standing. J'ai mon budget de 300 millions. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord prendre un peu pour me mettre au même standing que celui qui est là. Équilibrer ça, comme ça, il n'y aura pas des regards tordus qui feront en sorte que moi, je cherche à me mettre au standard de l'autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui amènent ça. Ce n'est pas forcément l'excuse, mais ça fait partie des éléments. Donc, il faut essayer de tuer tous ces petits microbes-là, tous ces démons-là qui sont à l'origine donc de ces éléments pour faire en sorte qu'on se retrouve dans une situation qui est plus ou moins viable. Voilà. Et vous pensez que c'est possible? C'est faisable. Quand on repart à zéro, on peut tout refaire. On peut tout refaire. On dit, Nganga, danser, il pose un peu, il prend l'élan pour repartir des plus belles. Là, le Nganga s'est reposé, il va partir. Le pas de danse qu'il va vous donner là, c'est un pas, vous avez l'impression qu'il vient à peine de débuter. Pourtant, ça fait depuis
4 heures qui dansent. C'est pour ça. Nous avons fait une pause. Le coup d'État, coup de libération, c'est une bonne chose. On doit en profiter pour tout remettre à plat et repartir sur une nouvelle base. 5e République, ce n'est pas le chiffre, c'est la nouvelle manière de gérer le pays qui doit débuter avec nous tous. Et moi, je voudrais être acteur de cela. Si vous n'êtes pas élu au soir du 12 avril 2025, qu'est-ce que je ferai? Est-ce que vous accepterez de reconnaître la victoire de celui qui remportera l'élection? Ensuite, est-ce que vous serez prêt à travailler avec ce dernier? Vous avez fait allusion tout à l'heure à ma position actuelle, secrétaire général nommé par le CTRI. Donc je travaille déjà avec, on va dire, mes adversaires, n'est-ce pas? Je viens déjà pour gagner. Donc quand je vais gagner, quand nous, au MCG, nous allons gagner, nous allons tendre la main déjà à tous les autres. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez dit tout à l'heure que vous connaissez... Il nous reste que quelques secondes à passer ensemble. L'ancien Premier ministre, c'est mon oncle. D'accord. Si vous le voyez là, il appellera mon neveu. Je dis oui, mon oncle. C'est quelqu'un de très bon communicant. Je dis allons-y, communique pour le compte du Gabon. Le général des brigades, mon petit frère, qui me fait travailler aujourd'hui, je lui dirais, tu es un bon militaire, sécurise-nous le Gabon. En fait, ça va être comme ça. Maintenant, si je ne suis pas... Vous leur enverrez reporter sa tenue militaire, en fait, en quelque sorte, si vous êtes élu. Mais il n'a fait que prendre une mise à disponibilité. Hein. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Je me mets à disposition d'eux. Après, je repars dans mon administration d'origine. Voilà. Donc en fait, si je ne suis pas élu et que celui qui est élu dans les bonnes conditions, après que la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Intérieur aient élu le droit, je ne vois pas pourquoi, en tant que compatriote et bon patriote, je ne me mettrai pas à la disposition de mon pays. D'accord. Voilà. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec tous les autres candidats autour? 30 secondes, je vous pose la question, hein, juste pour vous titiller un peu. Très bon rapport. Il faut savoir que, vous voyez, je suis le candidat de l'intergénération. Je représente aussi bien les candidats indépendants que les partis politiques. Je suis en fait, on va dire, l'un des éléments clés de cette campagne. Et j'ai des très bons rapports avec tout le monde. Comme je vous ai dit, l'autre, c'est mon oncle, l'autre, c'est mon frère cadet, docteur Iloko, c'est un de mes grands frères. Vous savez même que nous sommes du même département. Et puis, les autres que je ne connais pas très bien sont d'abord des compatriotes. Je vous ai dit tout à l'heure, bien que je sois Adouma Tchogo, Massango, Michogo, j'ai des frères et des sœurs qui sont Kodjen, qui sont Essandon. Donc, tout ça, c'est le pays. Et moi, je m'inscris là-dedans. En vous souhaitant d'ores et déjà bonne chance, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de passer ces quelques instants avec nous sur le plateau de cette émission 52 minutes pour convaincre, en espérant que durant cette période de campagne, les Gabonais auront davantage le temps de comprendre votre projet de société qui est tellement enrichi et vaste. Nous aurons le plaisir de vous retrouver certainement à d'autres occasions. J'espère, Monsieur Armstrong, et je vous remercie de cette opportunité. Merci également à vous qui nous avez suivi. L'émission, c'est 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24. N'oubliez pas, le 12 avril, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République pour la 5e République. Au revoir.